bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Ce soir serait justement les relations entre l'Égypte et l'Asie qui sont au menu. Voilà tout ce qui a rapport avec la coopération égypto-asiatique, quel que soit le pays. Mais pour commencer plus ou moins comme d'habitude, nous allons parler de l'actualité. Et justement, pour vous parler de tout ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Amri Zoheli. Bonsoir. Amri Zoheli, vous êtes journaliste et vous êtes aussi chercheur en infocommunication. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir pour parler et de la Palestine et des relations entre l'Égypte et les pays asiatiques, la coopération entre l'Égypte et les pays asiatiques. Je commence avec l'actualité. À la une de l'actualité, c'est l'organisation d'information de l'État ou l'organisme d'information de l'État égyptien, le SIS, qui a publié une déclaration concernant des informations circulant sur certains sites web de médias internationaux concernant la présence des forces armées égyptiennes dans la péninsule du Sinaï. Le SIS a confirmé que la présence des forces armées dans le Sinaï vise principalement à sécuriser la frontière égyptienne contre toutes les menaces, y compris les opérations terroristes et la contrebande, et s'inscrit dans le cadre d'une coordination préalable avec les parties du traité de paix, les parties au traité de paix que l'Égypte s'engage pleinement à respecter, n'ayant jamais violé aucun accord ni traité au cours de son histoire. Par ailleurs, l'Égypte réitère son rejet absolu de l'expansion des opérations militaires à Gaza et du déplacement des Palestiniens de leurs terres, ainsi que son soutien au droit du peuple palestinien à établir un État indépendant conformément à la solution à deux États sur les terres du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Et c'est le Premier ministre Mustafa Madbouli qui a quitté le Caire ce matin en direction de New York aux États-Unis au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. Il dirigera la délégation égyptienne participant à la conférence pour la solution à deux États et ouvrira le débat de haut niveau de la 88e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra sous le thème « Mieux ensemble ». 81 temps et au-delà pour la paix, le développement et les droits de l'homme. Le Premier ministre prononcera le discours de l'Égypte lors de la réunion de haut niveau commémorant le 30e anniversaire de la conférence mondiale sur la femme ainsi que la conférence internationale de haut niveau sur le règlement pacifique de la cause palestinienne et la mise en œuvre de la solution à deux États. Badr Abdelghati, le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, participe aussi justement aux travaux du segment de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies de New York. Abdelghati doit tenir des réunions bilatérales avec les ministres des Affaires étrangères et les chefs des délégations participantes. Il doit participer également à plusieurs événements en parallèle et activités de haut niveau et prononcera le discours de l'Égypte devant l'Assemblée générale des Nations unies. Amri Zoheli, on parle des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies, certainement une édition assez spéciale à la lumière de tout ce qui se passe dans la bande de Gaza, tout ce qui concerne la question israélo-palestinienne aujourd'hui, presque 2 années de guerre dans la bande de Gaza. Il faut dire que la situation du peuple palestinien est devenue justement catastrophique, mais un petit espoir, peut-être politique, n'est que politique, si vous le voulez bien. Un grand espoir. Un grand espoir. Très bien. Il y avait plusieurs pays qui ont déclaré il y a quelques mois qu'ils s'apprêtaient à reconnaître l'État palestinien. Aujourd'hui, on parle d'une dizaine de pays. Très optimiste de ce qui se passe le Royaume-Uni, actuellement. la France, l'Australie, le Portugal. Ouais, et Malte, etc. Moi, je suis très optimiste à ce niveau de reconnaissance, même symbolique, comme cette reconnaissance changera le statut de la Palestine d'État observateur
à un État membre complet, donc il pourrait participer dans les différents organismes des Nations Unies, dans les différents secteurs qui intéressent l'humanité, donc la culture, etc., plus qu'avant. Et actuellement, nous sommes depuis si on mettra cette reconnaissance dans un contexte plus vaste, dans le contexte de ce qui était annoncé ou déclaré comme l'État palestinien indépendant en 1988 en Algérie de président Arafat, en déclarant l'indépendance de la Palestine. À ce moment-là, plusieurs pays, notamment arabes et africains ou asiatiques également, qui ont reconnu le nouvel État, mais le processus de paix d'Oslo n'a pas abouti à un grand espoir. Aujourd'hui, en accumulant à peu près 150 pays membres qui approuvent ce changement de statut dans un ensemble de 293 ou 93 pays, ce qui voulait dire que plus de 2/3 de la communauté internationale reconnaît le droit du peuple palestinien pour l'autodétermination et le droit à manger correctement, à anéantir la famine et toute cette dégradation de la vie qui s'est passée lors de ces 2 dernières années, plus que les autres années d'avant. Donc actuellement, ce qui se passe est très bien, même s'il y a certaines réticences, par exemple, du côté du Japon, par exemple, qui remettra cette reconnaissance. Mais dans l'avenir, ça va pour venir. Le Japon, par exemple, le Japon, ils ont dit que c'est pas le moment pour eux. Voilà, une question de moment. Faire parce que cela va engendrer de côté israélien des réponses ou des exagérations dans l'application des sévices et de bombardements, etc., la famine, et parce que puisque les États-Unis d'Amérique, ils ont refusé de donner les visas pour la délégation palestinienne, il y a une sorte de tension. Une tension créée par l'État israélien lui-même, qui devrait, à titre de reconnaissance réciproque, en imposant aux Palestiniens, au président Arafat, de reconnaître Israël pour procéder dans le processus de paix, devrait lui aussi reconnaître l'État palestinien, parce que ça résoudra beaucoup de problèmes. Pas uniquement au niveau de la Cisjordanie et du Gaza, mais également à l'intérieur d'Israël, parce que aujourd'hui, il y a des milliers de Palestiniens qui sont retenus et détenus administrativement dans les prisons israéliennes, qui n'ont aucun statut, qu'on ne comprend pas qu'ils sont arabes ou israéliens, ou c'est quoi la définition de la peine, parce que l'administration, c'est pas les autorités, c'est pas la justice. Donc cela est d'un côté. Donc moi je trouve que d'ici 2-3 ans, au grand maximum, l'ensemble de la communauté internationale devrait aller dans ce sens-là. Très bien. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, à l'exception de quelques pays, mais c'est la communauté internationale aujourd'hui, c'est le monde entier, plus ou moins, à l'exception justement de quelques pays, qui reconnaît l'État palestinien. À quoi ça pourrait justement changer la donne concernant la situation dans la bande de Gaza? C'est-à-dire, à la lumière de tout ce qui se passe, c'est une position qui change, qui a changé depuis quelques mois, mais en fin de compte, l'agression israélienne contre le peuple palestinien s'intensifie. Ne s'arrête pas. Voilà. Et de plus, ça prend beaucoup plus d'ampleur, disons, intransigeance continue. Qu'est-ce que cela pourrait justement apporter à la question palestinienne? Déjà, il y aurait plus de, comment dire, c'est un début de redéfinition de statut de tout dans la région. Parce que déjà l'État israélien qui est à la base
déclaré selon une résolution des Nations Unies qui a prévu la création de 2 États. Donc l'empêchement qui a été à ce moment-là ne devrait pas durer éternellement. De plus, durant l'histoire de toutes les négociations de paix israélo-arabes, le côté israélien, systématiquement, comment dire, ne calcule pas humainement le peuple palestinien. Ce que je pourrais dire actuellement, parce que déjà, les deux pays membres des Nations Unies, ça mettrait les deux sur pied d'égalité de base. S'ils ont des complications à comprendre que les humains, ils sont tous pareils, en différence de couleur, de race, etc., c'est leur problème. Mais actuellement, reconnaître un génocide ou pas, tout cela est, comment dire, n'est pas essentiel devant la question immédiate de cesser le feu immédiat et trouver des solutions d'échange d'otages et de maintenir un soutien continu au niveau de l'alimentation et de tous les besoins nécessaires à cette population qui vit actuellement ce que le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, définit comme le pire durant son mandat et le plus atroce de son vivant. Voilà. Donc le statut de l'histoire peut-être de l'histoire moderne. Il disait de son vécu. Lui, il ne devait pas se mettre de prononcer la guerre de, je sais pas, sécession ou la Deuxième Guerre mondiale. Il a dit ce qu'il a vu de ses propres yeux. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment définir la situation. Actuellement, cela se passe devant les écrans et rien à cacher. Oui. Et comme on le connaisse tous que les crimes contre l'humanité seront jugés un jour ou l'autre avec une temporalité indéfinie. Donc ça sert à rien de changer comment dire, les règles de jeu. Actuellement, tout ce qu'essaye Israël de faire, c'est de faire une cacophonie pour empêcher cette déclaration, en essayant de dire que cette déclaration mettra en danger l'État d'Israël, je sais pas, beaucoup de prétextes vis-à-vis des choses qui ne se passeront, qui se passent pas que dans les têtes des dirigeants d'Israël. Peut-être pas tous, 2 ou 3. Très bien. En ce qui concerne cette reconnaissance d'un État palestinien de la part de pays, je vais parler surtout des pays les plus puissants, l'Occident, si vous le voulez bien. Est-ce que cela pourrait engendrer plus tard, oui, disons, ou avoir un certain impact sur les relations entre ces pays et l'État d'Israël, c'est-à-dire, est-ce que ça pourrait aussi avoir un certain impact, c'est-à-dire un premier pas, c'est déclarer l'État de Palestine, reconnaître l'État palestinien, et un pas suivant, peut-être, est-ce que ça pourrait avoir une tension, peut-être une suspension, si vous le voulez bien, d'une coopération? Oui, une tension relative, mais ça aurait dû être diluée, on peut dire comme dans le sucre, dans l'eau, avec une paix réelle dans la région, avec 2 États qui vivent l'un à côté de l'autre dans la paix, avec les lieux sont des 3 religions, donc il n'y a pas mieux pour une meilleure vie. Pas de conflit, pas de guerre, pas de cela. Et déjà à ce moment, à l'époque des 2 guerres, l'idée c'est d'idéaliser la paix, de vivre en paix avec, etc. Mais avec le même discours qui était prêché ailleurs, je sais pas, ils sont entrés avec des idées nouvelles, etc. Pas comment dire,
une colonisation assez flagrante avec un anéantissement de la population. Donc cela, c'est inacceptable. Dans ce monde, il faut qu'on vive tous ensemble, on ne peut pas vivre séparément l'un de l'autre. C'est ça. Actuellement, vous parlerez de Singapour, par exemple. L'exemple de Singapour, c'est un grand exemple de réussite de multiculturalisme et multiculturel, exemple multiculturel très brillant qui a amené cette petit État ville ou petit entre deux géants, Malaisie et l'Indonésie, à devenir un pôle, un quatrième puissance asiatique au niveau de... Donc la stabilité et la paix amènera la région dans 30 ans ailleurs, avec tout ce qui se passe, avec le conflit, avec le refus de l'autre et les déshumanisations de l'autre qui se passe, ça ne devrait pas continuer. Et cela contredit complètement avec tout ce qui a été dit et créé dans les Nations Unies depuis 1945. Aujourd'hui, la date est cruciale, 80 ans ont passé, et on voit aujourd'hui où va l'humanité. C'est pour cela que je parlais plus ou moins d'une pression, c'est-à-dire, puisque c'est toujours une question de force, est-ce qu'il pourrait y avoir une certaine pression Oui, c'était pas facile aussi, c'était pas facile la paix sociale qui s'était faite en Afrique du Sud aussi. D'accord. Donc, très bien. Tout est relatif. On va certainement revenir au fur et à mesure à cette question, mais on se félicite au moins de cette reconnaissance de la part d'une large partie de la communauté internationale d'un État palestinien, un pas vers l'avant, soyons optimistes, on l'espère. Là, Amri Zouheili, je vous invite à suivre avec nous un compte rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée. Juste après, nous allons parler de l'Égypte et de l'Asie. Madame, monsieur, suivons tout de suite ce compte rendu des activités du chef de l'État au cours de la semaine qui s'est écoulée. Eh bien, Amri Zouheili, le modèle asiatique est le modèle peut-être le plus imposant pour dire comment transformer justement une économie en une puissance justement en un moteur mondial, si vous le voulez, tout en ayant recours au secteur technologique, à l'intelligence artificielle, tout ce qui a rapport avec le digital, voilà, la technologie et tout cela. C'est l'Égypte aujourd'hui qui s'efforce justement pour s'imposer, pour accélérer son processus économique. Et c'est le devoir de le faire parce que nous sommes au XXIe siècle. Oui. Et l'Asie, c'est un exemple de réussite impressionnant parce que ils ont travaillé depuis les années 60 du siècle passé. Aujourd'hui, ils ont bien dépassé plusieurs pays traditionnellement industriels, etc. Donc, ils ont fait un travail énorme avec beaucoup de il y avait des concours de circonstances et les États-Unis pouvaient économiser sur le main-d'œuvre, etc., pour avoir des produits moins chers, etc. Donc cela a accumulé un savoir qui a produit un boom technologique assez reconnaissable et notable, notamment par exemple, et c'est un domaine de coopération entre l'Égypte et la Chine, par exemple les voitures électriques, etc. Donc, et pas uniquement au niveau de fret maritime, etc., et de transport maritime. Le Singapour, par exemple, comme d'autres pays, il a une place mondiale. Donc, avec le canal du Suez, avec le potentiel de l'Égypte, on pourrait être sans doute un hub ou un endroit assez important sur les routes maritimes internationales. Et cela également, ça convient à ce que la Chine, comme étant un pays
dragon asiatique le plus vaillant en ce moment, essaye de créer, c'est l'idée de remettre en route l'ancien route de soie, donc avec ce qu'ils ont appelé la ceinture à la route. Donc cela implique des chemins maritimes, également routiers entre les pays. Très bien, quel que soit le domaine, quel que soit le secteur, c'est la technologie qui s'impose, disons. Sans doute. Ça commence par l'éducation, peut-être aussi la formation. Oui, on essaie d'acquérir cette expertise asiatique, notamment du Japon également. Les ports, comme titre d'exemple, les ports, aujourd'hui, quand on parle de l'Égypte, qui s'efforce justement de diversifier ses ports, c'est-à-dire en mettant en place de nouveaux plans, en modernisant d'autres. Son placement entre les deux continents, l'Asie. Là, on s'inspire aussi du modèle asiatique. Oui, sans doute. Et même via une coopération aussi. Oui, la coopération assez étroite. Assez étroite. Oui, mais même avec la France, la compagnie de Marseille, elle est très connue, j'ai oublié le nom actuellement. Mais c'est pareil, mais Singapour, par exemple, 5e port mondial au niveau de l'entrée et la sortie des conteneurs, etc. Donc, et le plan égyptien, il est très ambitieux. L'est du Kantara, je devrais, avec la zone de Canal Suez, devrait engendrer à peu près, selon les estimations, entre à peu près alentour de 175 milliards. C'est l'objectif à acquérir dans 5 ans ou 10 ans, etc. Mais il faut commencer petit, comme les Asiatiques ils ont fait. Ils ont continué à suivre les plans quinquennaux, par exemple, les 5 ans en Chine. Et aujourd'hui, ils prévoient, ils font des réunions pour prévoir le plan qui succédera au prochain. Donc, il faut planifier tout, il faut travailler, mais cela demande un contexte économiquement pour que ça fonctionne. Ça devrait être politiquement stable. Et cela à cause des volets économiques au niveau de valeur ajoutée qui devrait être exemplaire ou devrait être importante pour pouvoir réussir à atteindre ces chiffres. Mais par exemple, malheureusement, le génocide à Gaza et l'instabilité mais en Égypte, si je ne me trompe pas, l'atmosphère est très encourageante, c'est-à-dire c'est un secteur ici qui profite et qui jouit du soutien du chef. Oui, vous parlez du contexte régional, mais là, au niveau national, c'est-à-dire si on met de côté le contexte régional actuel, c'est un secteur qui jouit du soutien du chef de l'État qui encourage même les jeunes à s'investir dans ce domaine. Ça, c'est d'un côté, mais de l'autre côté, le contexte régional n'a pas empêché les investissements de venir en Égypte, c'est-à-dire jusqu'aujourd'hui. Oui, ça progresse, c'est une évolution, mais ça devrait être plus. Et à tripler ou quadrupler dans les années à venir. Avec une stabilité. C'est l'économie mondiale qui a ralenti au cours des dernières années. C'est-à-dire, il y avait tout d'abord le Covid, puis il y a eu aussi la guerre russo-ukrainienne. C'est-à-dire, qui a changé beaucoup et on entend parler d'un certain ralentissement dans l'économie mondiale en général. Oui, le ralentissement. C'est l'Asie qui avance sans les autres. C'est vrai, sans frein, parce que je pense. Mais je ne me souviens pas des années, l'inflation à un pays comme Singapour, elle n'est pas très grande, quoi. C'est rien. Donc à ce niveau, l'Asie, avec... on a une histoire, très grande histoire politique avec l'Asie au niveau de ce qui était formé comme la conférence de l'Union des peuples. C'est à l'époque du président Nasser, ils ont créé les peuples afro-asiatiques et c'est aller siéger au Caire. Donc à ce niveau, il y a du développement, il y a l'ASEAN, il y a la conférence
donc africaine, mais il faut avoir une stabilité politique dans l'ensemble de la région et compter sur l'Égypte pour produire, pour comment dire, après peut-être avec des routes et des moyens faciles, remplir les besoins africains de la technologie, etc. Retour au port, c'est le canal de Suez, l'un des axes maritimes les plus stratégiques du monde, reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Effectivement, le développement de la zone économique du canal de Suez est un projet ambitieux. On le connaît tous, et qui vise à transformer la région en un centre logistique et industriel intégré. Voilà les détails. Eh bien, certains experts précisent que le rôle du canal de Suez peut compléter justement celui de Singapour, considéré comme la première plateforme maritime d'Asie. Est-ce que vous êtes d'accord là? Oui, je suis complètement tout à fait d'accord avec le canal de Panama. Ainsi, on peut tracer, faire le tour du monde comme on veut, plein de fois. Ah, c'est marrant. Voilà. Quel que soit le contexte. Voilà. On fera à Alexandrie, à Valparaiso. Qu'est-ce qui nous manque? C'est-à-dire il y a la volonté politique, il y a plus ou moins les investissements qui arrivent, même si ce n'est pas avec le même rythme souhaité, mais les investissements étrangers, ils sont là, les investissements locaux, c'est-à-dire les hommes d'affaires égyptiens, c'est-à-dire, comme je viens de le dire, il y a la volonté politique. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour faire accélérer les choses, pour parvenir justement à cette transformation? Déjà, il faut continuer à maintenir ce niveau qui progresse de l'éducation pour dans l'avenir assurer une continuation dans ce qui est produit et le travailler des secteurs comme la recherche-développement et le marketing peut-être viendra après, mais l'essentiel c'est de... L'Égypte n'a pas besoin de marketing, n'est-ce pas? Oui, non, on a tous besoin de ça. Non, mais au niveau de parlons scientifiquement, voilà. Oui, scientifiquement parlant, c'est parce que il faut mettre toutes les chances de notre côté, parce que sinon... ça serait très difficile. Nous sommes presque le 4e pays d'Afrique au niveau de la population, donc on a un potentiel pour industriel. Et il y a beaucoup de pays qui dépassent les 100 millions. Il y a le Nigeria, il y a l'Éthiopie, donc et il y a d'autres pays qui progressent à ce niveau, 100 millions d'habitants. Hein, c'est pas rien. Il y a l'Éthiopie, il y a le Nigeria, donc l'Afrique c'est un grand marché et qui manque de beaucoup de choses, et l'Égypte a fait beaucoup de travaux à ce niveau, au niveau de l'infrastructure. On essaye d'aider, et avec une coopération tripartite, par exemple, au niveau de l'Asie, l'Afrique et peut-être l'Europe, si elle est motivée de le faire, pourrait développer l'Afrique, et ça serait un retour, un payback de ce qui a été fait au moment de l'esclavage, ou ce qui s'est passé au Congo, ce qui est passé au niveau des galères partant de l'Afrique pour le nouveau monde. Et ce serait formidable de prendre un développement humain avec juste une étiquette qui n'a pas de sens et qui ne change rien au niveau de l'appartenance à une religion ou une couleur ou une langue ou une ethnie, et vivre finalement en paix. Aujourd'hui, ces 80 années ont passé depuis 45. On pourrait dire, si on est optimiste, espérant au 100e anniversaire donc dans 20 ans,
que l'humanité atteindra les objectifs de la Charte des Nations Unies initiale, etc., de tout ce qui était prévu pour la paix et la stabilité dans l'ensemble du monde après la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'au moment de ces guerres, ils ont dit c'est la dernière, et plus jamais cela. C'est la même chose qui a été dit pour Srebrenica, pour Rwanda, et aujourd'hui Gaza, elle souffre. Très bien. Tout à l'heure, vous parlez justement de cette coopération espérée, peut-être Afrique, Europe, Asie, c'est très large. Mais là, si... Et l'Amérique du Sud aussi. Ah oui, tout à fait. Voilà. Mais trop loin. Mais justement, oui, mais je vais, puisque vous avez mentionné tripartite, je vais prendre cette coopération tripartite pour parler de l'Égypte, le Singapour et l'Afrique. Voilà, c'est l'Égypte et le Singapour qui envisagent aujourd'hui de renforcer leur coopération à travers une approche tripartite avec l'Afrique, effectivement, visant à mettre profit à l'expérience singapourienne dans des projets de développement sur le continent africain. C'est ce que vous venez justement de préciser. On va essayer de savoir un peu plus sur ceci. Eh bien, c'est l'Égypte qui, non seulement grâce à sa position géographique, mais aussi grâce à sa proximité culturelle, politique, si vous le voulez bien, avec l'Afrique, qui est capable aujourd'hui de relier l'expertise singapourienne aux priorités africaines, ce que vous venez justement de préciser. Voilà, c'est un potentiel. Oui, c'est une porte très importante pour l'Afrique. Si on voit la carte d'Afrique, elle est un peu triangulaire avec l'Égypte, le Maroc et l'Afrique du Sud. Donc ils forment un triangle assez avec les deux côtés de la Somalie, etc. Il y a la Somalie, la Mauritanie de l'autre côté, mais c'est un grand marché. Et cela devrait être dans le contexte de ce qui est remis à ce niveau de solidarité des peuples et ajouter un volet économique à cela. Oui. Est possible et devrait se faire dans le futur, dans 10 ans, 30 ans. Mais l'essentiel, c'est de ne pas baisser les bras et de continuer ce rêve comme les Asiatiques l'ont fait. Voilà, les efforts se poursuivent. Et il faut continuer. Voilà. Merci beaucoup à vous. Amri Zoheli, vous êtes journaliste, vous êtes chercheur en communication. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Madame, monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à toutes et à tous et à la prochaine.